Encore une fois, chers collègues, bonjour. Et moi, je voudrais revenir encore une fois aux contradictions de la politique macrofinancière russe d'aujourd'hui. On a déjà parlé de cela aujourd'hui, mais moi, je suggère qu'on voit ces problèmes à travers l'optique microéconomique. Oui, d'un côté, l'économie russe pendant les 2 dernières années, ou au moins pendant il y a quelques mois, l'économie russe montrait la croissance avec succès, mais en même temps on voit que, et c'était aussi confirmé par M. Chirov, cette croissance est en train de s'arrêter. Et ce ralentissement peut être expliqué par la politique des administrations financières russes. Je ne veux pas dire que ces politiques ne sont pas correctes, mais je voudrais attirer votre attention aux contradictions internes de cette politique qui ne sont pas résolues et pas seulement ils ne sont pas résolus, ils ne sont pas expliqués par nos administrations. Donc, et je vais essayer de vous montrer ça. Encore une petite remarque. On va voir des images. Et le co-auteur de cette présentation, il a utilisé l'intelligence artificielle pour créer ces images. Donc, nous allons voir le produit de l'intelligence artificielle sur ce sujet. Contradiction numéro 1. Si on voit les directions principales de la politique monétaire de la Banque centrale de Russie, y compris les focus de 2025, 26 et 27, on va voir qu'un des 3 arguments principaux pourquoi il faut réduire l'inflation, ils disent qu'il faut gérer les incertitudes économiques. Donc, ils disent que la stabilité stimule les investissements et cela va faire création des plans économiques plus simple et plus facile. Mais si on assure l'inflation nominale au niveau très bas en sacrifiant le taux d'échange qui va fluctuer et si on sacrifie le taux directeur, cela ne va pas créer de certitude économique pour les entreprises. Et si, en même temps, le ministère de Finances augmente le fardeau fiscal d'entreprises, et les dirigeants d'entreprises disent que même avec les impôts actuels, la pression de la part des administrations fiscales augmente, même sans changer les tarifs fiscaux. De quelle certitude économique est-ce qu'on parle ici? Donc, ici, bien évidemment, l'administration et les autorités financières doivent voir ce qu'ils font. Si vous soutenez la certitude économique, il faut avoir pas seulement
l'inflation, mais le taux d'échange et le niveau de prix doivent être stables aussi. Sans ça, on ne peut pas avoir de certitude économique et c'est vraiment une contradiction. Voici, on voit le produit d'intelligence artificielle. Donc, deuxième moment, quand la Banque centrale de Russie explique pourquoi ils veulent avoir l'inflation basse, ils disent que oui, aujourd'hui, on crée des difficultés pour les entreprises, mais en long terme, si on voit l'évaluation de long terme, cela va apporter la stabilité de la croissance économique parce que la stabilité des prix produisent des effets positifs plus importants et les recherches internationales confirment cela. Là où on voit le stable niveau de prix, ces pays montrent la croissance économique plus stable. Je ne vais pas argumenter et critiquer ces recherches ou peut-être les exemples cités là ne sont pas représentatifs pour nous, mais ici je vais parler de cette politique de taux d'échange fluctuant. Quand ils parlent de ce taux d'échange fluctuant, ils disent que on était censé de couper ces chocs externes. Oui, le taux d'échange va être plus fluctuant, mais comme ça, on coupe les chocs externes. Mais, pardonnez-moi, chers collègues, une minute avant, vous disiez que vous allez assurer la certitude et stabilité en long terme. Ici, vous dites le contraire. Donc, vous sacrifiez les intérêts long terme pour gérer la situation en court terme. Donc, l'intelligence artificielle a représenté ce combat entre le passé et le futur comme cela. Et ce combat se passe dans le cadre d'une seule administration. Donc, les autorités financières doivent gérer ça. Si vous voulez avoir l'inflation prévisible, il faut avoir le taux d'échange prévisible et les taux d'intérêt prévisibles également. Alors, ici, je ne veux pas référer à schizophrénie, mais j'ai vu ces deux arguments dans le cadre d'un seul entretien. Récemment, on a vu l'entretien du directeur de la politique monétaire et financière de la Banque centrale, M. Gangan. Et dans un moment, ils disent qu'il n'y a pas de sens d'injecter de l'argent dans l'économie parce qu'on ne va pas avoir la croissance d'industrie, on va avoir les prix qui haussent parce qu'il n'y a pas de capacité industrielle. Et deux paragraphes après, il dit le contraire. En fait, on voit le surchauffement de l'économie, on voit la croissance très rapide et il faut ralentir cela. Donc ici, je ne comprends pas. Donc, est-ce qu'on ne va pas avoir de croissance ou la croissance est autant qu'on voit le surchauffement de l'économie? Parce que ces deux arguments sont en contradiction et les deux ne sont pas corrects, à mon avis. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on voit le surchauffement de l'économie. Je pense qu'on voit les ruptures et le changement structurel et spatial. Et en fait, la croissance des salaires qui est notée par la Banque centrale de la Russie, en fait, c'est pas un mal, c'est en fait quelque chose qui était anticipé parce que
un de nos académiciens disait que les salariés ne reçoivent pas assez, ne reçoivent pas la valeur de leur travail. Et si on compare nos salaires avec les salaires dans les autres pays, on voit cet écart. Donc, le travail est sous-valorisé en Russie. Et finalement, on voit que oui, les salaires augmentent. C'est un bon changement. Il faut attendre un peu et l'économie va trouver le balance de nouveau. Et maintenant, je voudrais me plaire et reprocher les réserves en or. On a déjà évoqué aux séances précédentes de ce séminaire avec des chercheurs russes, les chercheurs français, que le volume des réserves d'or et de monnaie en Russie sont excessifs, que nous n'avons pas besoin d'autant et qu'il faut plutôt investir une partie au moins de tout cela en développement de l'économie nationale. Et je répète, ce n'est pas quelque chose, voilà, ce n'est pas un investissement pour augmenter les salaires et les pensions, mais par exemple les investissements en éducation, en innovation, etc. On aurait eu déjà des effets positifs, mais c'est quelque chose qui n'a pas été fait et on a souffert de l'excessivité des réserves excessives. Après, une autre question, pourquoi garder, pourquoi conserver ces réserves dans des pays qui ne sont pas amicaux envers la Russie? On disait que ce sont les options les plus fiables, mais à quel point sont-ils fiables alors que la Russie se trouve désormais privée de ces réserves? Mais voilà, c'est une histoire qui passe en silence à l'heure courante. Regardons par la suite ce qui se passe dans l'économie, dans la politique macrofinancière. Donc, on a fait une enquête des entreprises macroéconomiques en décembre et regardé la dynamique des réponses. Pourquoi est-ce que... Pardon, oui, je devais être là. Alors, la dynamique... non, la voici. La dynamique des réponses, c'est une des réponses à la question sur les problèmes les plus importants, les plus grands qui impactent votre entreprise. Et ici, par exemple, les plaintes concernant le crédit trop cher. En avril-mai 2022, on pouvait tout à fait comprendre ces plaintes à cause des sanctions, le taux d'échange qui a beaucoup changé, une panique qui s'est installée pendant une courte période sur les marchés financiers et les autorités financières russes y ont réagi. Et vous voyez que vers la fin de cette même année, le nombre des plaintes a diminué de 2 fois. C'était la même chose aussi au printemps 2023. Et quand, au milieu de l'année 2023, la Banque centrale de la Russie a commencé à augmenter le taux directeur, vous voyez la croissance du nombre des plaintes concernant les crédits trop chers pour les entreprises. Et aujourd'hui, nous avons 3 fois plus des entreprises qui sont mécontents de ce fait qu'en 2022-2023. Alors, une dynamique similaire, c'est la réponse à la question concernant l'impossibilité de voir en crédit de court terme jusqu'à 1 an. Vous voyez, en 2020, seulement 6,5% des entreprises se trouvaient face à ce problème. Là, on parle bien sûr d'un taux d'intérêt raisonnable. Et aujourd'hui, nous avons jusqu'à plus de 30% des entreprises qui font face à ce type de problème. En ce qui concerne les crédits de long terme, si on compare l'année 2020
avec l'année 2024, nous avons une croissance de plus de 3 fois. Donc, il y a des entreprises qui considèrent qu'elles n'ont pas de chance de voir un crédit avec un taux d'intérêt qu'ils considèrent raisonnable et ne pas trop cher. C'est quelque chose qu'on connaît bien et qu'on comprend bien, mais j'ai une question curieuse pour vous qui concerne la relation entre les entreprises et les banques russes. Ici, nous voyons le graphique qui reflète les réponses concernant l'exercice par les banques de leurs obligations vis-à-vis des entreprises du secteur réel. Vous avez tout à gauche la situation du début de l'année 2009, quand on subissait une crise financière aiguë. Plusieurs banques ont fermé et se comportaient aussi d'une manière pas tout à fait gentille vis-à-vis des entreprises. Après cette crise, la situation s'est stabilisée. Et vous voyez, les colonnes pour les 5 dernières années sont beaucoup plus petites. Il y a eu bien sûr des cas où une certaine part des entreprises étaient mécontents du comportement, de l'attitude des banques vis-à-vis des entreprises. Mais on voit qu'en 2024, ce part a augmenté jusqu'à 21%. Pourquoi est-ce que je vous montre 2009? C'est pour montrer que sur la période d'observation, il n'y avait qu'une seule fois quand on a observé un taux tellement élevé des réponses négatives. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui alors qu'on ne parle pas de crise bancaire, mais on voit l'aggravation des relations entre les banques et les entreprises, ce qui ne peut que nous inquiéter. Pour comparer une histoire réelle ici, les réponses à la question est-ce que votre entreprise a eu des délais de paiement de la part des banques? On se rappelle presque tous, je pense, des histoires de la fin des années 90, quand les banques pouvaient ne pas payer un jour à faire leur paiement, et c'est quelque chose qui était tout à fait habituel. Les délais agrandis des paiements de la part de la banque, pardon, quand les banques mettaient l'argent des clients sur les marchés financiers avant de les rendre aux clients. Pendant les 25 années suivantes, on n'a presque pas vu de ce type de situation. Voilà, on a seulement 5% des entreprises qui considèrent que les banques retardent les paiements. Et tout d'un coup, on a cette hausse jusqu'à presque 17% en 2024. Ce sont les retards de paiement par les banques et cela nous fait revenir au niveau de problèmes des années 2000. Donc ce n'est pas une opinion subjective des banques ou des entreprises, mais ils ont des preuves factuelles de ces retards des banques. On parle des banques commerciales, bien sûr, mais des retards des banques commerciales dans l'exécution des paiements. Après, quelques mots sur le taux d'échange du rouble. Nos autorités financières, bien sûr, n'avouent pas qu'elles sont en train d'affaiblir le rouble, surtout pour faciliter les afflux budgétaires. Donc, imposer des charges plus grandes aux importeurs pour avoir plus de revenus budgétaires. Donc, cela permet d'exécuter plus facilement les obligations budgétaires. Mais les entreprises en bénéficient aussi. Et ce graphique montre les réponses de nos entreprises russes à la question suivante.
quelle dynamique du taux d'échange de roubles est préférable pour vous aujourd'hui. Et là, ce sont les entreprises qui sont pour affaiblir le rouble. Et vous voyez que le taux de cette réponse est assez insignificatif les dernières années. Donc, voilà, 8% en 2021, après 15%, 8% encore, et en 2024, moins de 5% des entreprises qui veulent affaiblir le rouble. Ça veut dire que la plus grande majorité des entreprises russes ne vont pas bénéficier, à leur avis, de l'affaiblissement du taux de rouble. Et je n'ai pas de ces chiffres sur l'écran, mais je peux vous dire que 45% des entreprises sont pour stabiliser le rouble et autour du même nombre sont pour soutenir, pour renforcer le rouble. Nous voyons que la majorité prépondérante voudrait voir le rouble plus cher ou stable et ne pense pas pouvoir tirer des bénéfices du rouble faible. Et voici une autre question qu'on avait posée. Alors, on a demandé les entreprises de donner une évaluation directe de la politique de taux directeur haut. Il y avait 5 réponses possibles. Donc, la question est là sur l'écran. À votre avis, est-ce que la politique du taux directeur élevé, quelles conséquences elle pourrait produire pour l'économie russe? Donc, première réponse, que des conséquences positives. Deuxième réponse, plutôt positive. Troisième réponse, conséquences positives et négatives en part égale, en part égale. Après, la couleur jaune, plutôt des conséquences négatives, et rouge, que des conséquences négatives. Et comme nous voyons sur ce graphique, autour de 70% des entreprises considèrent que les conséquences de cette politique de la Banque centrale seront négatives d'une ou d'autre manière, et seulement 5% des entreprises sont convaincues que cela pourrait entraîner des conséquences positives. On pourrait bien sûr affirmer que ce sont des réponses basées sur des émotions. Ils ne comprennent pas, pourrait-on dire, la politique réelle de la Banque centrale et la situation réelle. Mais ces chiffres montrent que d'une part, la Banque centrale a du mal à expliquer au secteur réel pourquoi cette politique de taux directeur élevé, s'il considère que c'est la bonne politique, que c'est la politique correcte, il faudrait savoir bien expliquer ça aux entreprises. Ou deuxième option, les entreprises pourraient avoir raison disons que c'est une erreur de la part des autorités financières. Bon, en tout cas, mon idée, c'était de présenter les opinions des entreprises russes concernant ce taux directeur élevé. Et voilà, vous voyez que la plus grande partie d'eux considèrent dans le secteur réel, bien sûr, que c'est une erreur de la part de la Banque centrale. Alors, l'échantillon n'est pas énorme, j'avoue, c'est 150 entreprises dans plus de 40 régions de la Russie, surtout dans le domaine énergétique, de la santé aussi. Je voudrais aussi attirer votre attention à l'histoire suivante qui adoucit, en quelque sorte, je suis ironique, qui adoucit les problèmes avec le taux directeur élevé. C'est quelque chose qui le rend un peu moins désagréable. Il nous aide un peu. Et si vous voyez le part des entreprises qui ne demandent pas des crédits aux banques, parce que la réponse concernait les relations avec les banques. Quelle est votre relation? En quoi consiste votre relation avec des banques? Et comme vous voyez, à partir de
2020, mais en fait, à partir de l'année 2000, autour de la moitié des entreprises ne vont pas demander de crédit aux banques, jamais. Donc, ils vivent avec leurs propres moyens, leurs propres fonds, ce qui veut dire que pour eux, peu importe le taux directeur, qu'il soit élevé ou bas, le fait que la plus grande partie des entreprises russes n'utilisent pas des emprunts, des capitaux empruntés, aide à améliorer un peu cette situation avec le taux directeur élevé. Mais d'autre part, on pourrait dire que on a un facteur de dissuasion, de restriction, parce que il y a des restrictions concernant l'accès des entreprises aux emprunts dans les banques commerciales. Donc, on sait bien sûr que chaque miracle économique dans le monde se base sur un crédit bon marché qui n'est pas cher. Chers collègues, j'approche la fin de mon intervention. Je ne voudrais pas terminer avec du négatif, mais plutôt souligner deux tendances positives qu'on a observées récemment dans l'économie russe. Alors ici, on a posé la question qui concernait le besoin des entreprises de moderniser leur production, leur capacité de production. Et sur les 6 dernières années, nous voyons une croissance de la part des entreprises qui considèrent qu'une modernisation urgente de leur production n'est pas nécessaire. Ça, c'est la partie bleu foncé, bleu de chaque colonne. Donc, la part de ces entreprises a augmenté de 26,8% jusqu'à 34,9%. En même temps, nous voyons de moins en moins des entreprises qui considèrent qu'ils ont besoin d'une modernisation radicale de leur capacité de production de 16,2% jusqu'à 8,1%, donc 2 fois moins qu'il y a 6 ans. Professeur Shirov a remarqué et aime bien remarquer que plusieurs secteurs ont été modernisés sur les 20 dernières années et quand nous regardons les résultats de cette enquête, nous voyons qu'il y a vraiment quelque chose pareil qui a véritablement lieu en économie russe. Cela veut dire que l'économie est plus forte que la politique économique. Et même si la politique économique n'est pas la meilleure, n'est pas la plus adaptée, n'est pas la plus forte, les entreprises tiennent et s'en sortent plutôt bien. Et deuxième tendance qui n'est pas encore été confirmée, mais qui est aussi positive et a été mentionnée par Alexandre aujourd'hui aussi, c'est la suivante. Nous voyons une certaine baisse du nombre des plantes de manque des travailleurs, de main-d'œuvre. Nous voyons au début à la fin du 2023, début 2024, il y avait un grand nombre des plaintes concernant le manque de main-d'œuvre. Donc ici, nous avons le pourcentage des entreprises qui considèrent avoir un manque général, un manque total du main-d'œuvre. Et nous voyons une baisse de 10% environ pour la fin de l'année passée. C'est quelque chose de positif, bien que moi, pour l'instant, je n'arriverai pas à expliquer ce phénomène. Peut-être c'est la restriction de la politique macrofinancière, l'arrêt de la croissance économique, ou peut-être les entreprises se sont déjà adaptées, augmenter par exemple les salaires ou on fait d'autres choses. Donc, si j'ai 2 minutes encore, je vais essayer d'expliquer. Au début d'hiver, on est allé à Vologda et on a visité des entreprises
On a rencontré des travailleurs. C'était une expérience très agréable. Comment le travail est organisé sur ces entreprises. 4 sur 5 étaient de petites entreprises. Ce sont des anciennes usines de construction d'équipements, des machines. Chaque est en train d'être modernisé d'une manière la plus radicale possible avec l'intégration des nouvelles technologies. Il y a une grande expansion aussi. Alors, comment est-ce qu'ils perçoivent ça? Sur les 3 dernières années, ils ont augmenté les salaires de leurs travailleurs environ 2 fois et ils ont augmenté la production de 2 fois, alors que le nombre des travailleurs restait la même et a même un peu diminué. Donc, c'est vraiment la productivité de travail qu'on peut constater ici au niveau macroéconomique et le facteur principal, c'est l'augmentation des salaires. Ici, je voudrais conclure ma présentation et je peux prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Dima. Qui veut poser des questions? Oui, allez-y. Oui, c'est... Donc, on voit la situation quand les gens ne veulent pas de moderniser. Est-ce qu'il y a des gens ici qui essayaient d'effectuer la modernisation ou qui étaient liés à cela? Il est très difficile d'effectuer la modernisation. Pensez aux dirigeants qui modernisent leurs usines. Bien évidemment que oui, vous utilisez vos réserves, mais en même temps, vous devez payer les salaires, vous devez former pour d'assurer la formation en continu. Est-ce que vous recevez de l'aide de la part de l'administration publique? Non. C'est fou. En tant que directeur, en tant que dirigeant, si vous êtes rationnel, vous ne voulez pas de moderniser. Une autre situation, si vous êtes une groupe de sociétés en holding, le holding, oui, peut soutenir ça. Dans cette situation, vous pouvez moderniser vos usines. Moi, j'ai offert les consultations aux entreprises. Je travaille avec Rusal. Et oui, c'est affreux. Et bien évidemment que les directeurs s'opposent à cela. Mais il ne faut pas poser des questions aux gens. Les gens s'opposent à cette idée. Deuxièmement, on ne voit pas beaucoup de nécessité. Mais regardez les taux de croissance. Quand la croissance était au niveau de 5%, oui, c'était relevant. Mais maintenant, quand il n'y a pas de tel taux de développement, bien évidemment qu'ils n'ont pas de besoin. La réponse, non. Je veux préciser 2 moments. Premièrement, on a 3 variantes de réponse à cette question. La première question, c'est comment est-ce que vous évaluez les besoins de votre usine
et, et pareil pour les technologies techniques. Option numéro 1, on va moderniser quand on voit le besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils s'opposent à la modernisation, ils pensent que leurs ressources actuelles sont adéquates. Deuxième option, il faut moderniser en partie. Il faut moderniser certains parties, certains processus de production. C'est le 60 ou 70% de réponses sont comme ça. Et option numéro 3, il faut moderniser profondément. Maintenant, on reçoit cette réponse dans 8% de cas. J'ai déjà dit, dans le cadre de ce séminaire, j'étais pas vraiment, je ne croyais pas jamais à un chiffre absolu. Il faut analyser et voir la dynamique. Et la dynamique, on peut l'apercevoir quand même. On travaille avec cette dynamique pendant des décennies déjà. Et oui, peut-être vous avez raison et les entreprises ont tort dans leur vision et leur perception change avec le temps aussi. Mais par cette dynamique, on peut déduire et tirer des conclusions indirectes. Et moi, ma conclusion ici, c'est que en fait, les situations avec les fonds s'améliorent. On voit la croissance. Les tendances de long terme qui sont que les entreprises sont de plus en plus contentes avec leurs fonds, avec leurs réserves. Je pense que cela indique qu'avec beaucoup d'entreprises, on voit la situation qui s'améliore. Et c'est tout. Je ne dis pas que vous n'avez pas raison. Peut-être si vous visitez une entreprise qui sont contents avec leurs fonds et leurs réserves et on voit les ateliers, salles et des équipements obsolètes, oui, on peut poser des questions. Mais quand on mène les sondages comme ça et on a ces réponses, je pense que quand même on voit le changement. Le commentaire. Il y a des chiffres objectifs de l'état des fonds. 25% des machines et des équipements ont déjà passé la date de fin de leur cycle. Et les équipements médicaux oui, malheureusement, là, les équipements sont utilisés pendant trop longtemps. 2/3 d'entreprises ne sont pas compétitives de le point de vue des pays occidentaux, si on compare avec les autres pays. De le point de vue de leur niveau technologique, il faut les moderniser. Au moins 2/3, il faut moderniser. Et il y a des secteurs entiers qui doivent être remplacés. Si je me permets, je voudrais commenter aussi. Si on prend par exemple l'usine des biens l'usine d'électronique qui produisent les processeurs à Zelenograd, ils sont très contents là. Ils travaillent et les gens, vous savez, les gens sont contents et vous voyez, il faut vraiment comparer cette situation, pas aux situations dans le même pays, mais aux autres pays. Monsieur Chirov, bon, les sondages doivent être contestés par les résultats empiriques. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que, oui, bien évidemment que modernisation, il faut moderniser pour rester compétitif. Mais de l'autre côté, ces fonds qui ne sont pas
efficace et qui ne correspond pas aux exigences à l'efficacité. Beaucoup de ces équipements, beaucoup de ces fonds ne sont pas utilisés. Et pour protéger aussi les ressources, les capacités industrielles, dans le cadre de ces capacités qui sont en opération pendant plus que 20 ans, ils sont moins de 25% en économie. Et les capacités qui ont été mises en opération après 2005, oui, bien évidemment que ce sont les capacités qui ne sont pas les plus modernes non plus. C'est vrai aussi. Mais vous avez dit aussi que 25% de nos entreprises n'utilisent pas des empreintes. Si on utilise les empreintes pour investir dans les fonds principaux, là, je le comprends, mais si les entreprises ne prennent pas d'empreintes, en fait, pour exister, ils doivent utiliser les empreintes pour acheter les matières premières, pour moderniser la production. Et dans le secteur agroalimentaire ou l'industrie textile, là, on ne peut pas financer cette activité sans prendre des empreintes parce qu'ils doivent investir dans leurs capacités et là, ils ont les contrats avec l'État pour ce financement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Le commentaire. En fait, on a des chiffres pour l'efficacité et si votre productivité officiellement est 2 fois moins élevée par rapport aux pays occidentaux et en réalité c'est 3 fois moins efficace et en même temps le dirigeant vous dit qu'on n'a pas besoin de modernisation, bon, il faut moderniser dans ce cas parce que cela est montré par le taux de productivité, par l'efficacité. Est-ce qu'on a des secteurs en Russie qui ont la productivité et l'efficacité comparables aux pays occidentaux? Chirov, télécommunications. Dans le cadre de la productivité de travail, on est très proche aux pays occidentaux. Ou par exemple la production de pétrole, l'extraction de pétrole et de gaz. Là, par exemple, la seule différence, c'est que, par exemple, le BP ont la structure différente. Si on prend la même structure, l'indicateur vont être pareils. Non, en fait, je pense que vous n'êtes pas assez informé de ça, parce que si on voit la vitesse d'extraction, bon, je pense que si on prend le taux d'extraction, on peut être comparé qu'avec l'Arabie Saoudite. Non, en fait, le débit est moins élevé. Monsieur Sapir, pardon. C'est une discussion très intéressante. Moi, j'aurais 3 questions à poser aux intervenants. Première question, c'est sur la question des crédits trop chers. Alors, on a vu, il y a toute une série d'entreprises qui insistent là-dessus, mais j'ai le sentiment, à regarder les données russes, qu'il s'agit surtout du crédit pour le capital circulant, beaucoup moins que du crédit pour le capital fixe. En fait, l'accroissement du capital fixe, l'investissement, est assez peu lié au crédit bancaire. Alors, est-ce que, Dima, tu peux le confirmer? Et est-ce qu'il y a peut-être aussi des différences importantes entre les différentes branches d'activité de ce côté-là? Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point porte sur la question de la productivité et le débat qu'on a eu avant l'intervention de Maxime Isoulé. Je pense qu'il faut faire très attention. Alors d'abord, si on calcule la productivité en valeur, il y a effectivement l'impact du taux de change et une baisse importante du taux de change, ou au contraire une hausse du taux de change, peut faire facilement fluctuer la productivité. Quand je travaillais pour Renault, vous savez que j'ai travaillé pour Renault de 1999 à 2005, ce que m'ont dit les responsables de Renault, c'est que la productivité des usines russes appartenant à Renault, Avtoframos à Moscou, mais aussi progressivement la part d'Avtovaz qui était liée à Renault, que cette productivité, elle était en fait supérieure à la productivité de la Roumanie. Et c'était important parce que c'était la question de savoir est-ce que Renault continuait d'importer des pièces de Dacia ou arrêter d'importer ces pièces, et que en nombre d'heures par rapport à la production, cette fois-ci calculée en volume, eh bien, on n'était pas si loin de la productivité de l'industrie française. Ils estimaient que la productivité d'une des entreprises russes qu'ils contrôlaient était à peu de choses près 70% de la productivité des entreprises françaises, enfin de Renault en France. Et il faut savoir que la productivité en volume en France était très élevée. Elle est même supérieure, elle était même supérieure à l'époque à la productivité allemande. Donc, je crois que là, il y a un vrai problème sur le mode de calcul de la productivité et les informations que l'on obtient par une entreprise qui travaillait à la fois en Russie et en France ne sont pas cohérentes avec ce que l'on peut calculer au niveau macroéconomique. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, et c'est intéressant, c'est par rapport au taux de change. Il est frappant que les entreprises russes raisonnent plus dans une logique d'importation parce qu'elles cherchent à se moderniser, donc elles achètent des équipements à l'étranger, que dans une logique d'exportation. Et donc, c'est assez logique de voir que les entreprises russes, aujourd'hui, privilégient un rouble fort, un rouble cher, un rouble déprécié, parce qu'elles sont effectivement dans cette logique d'importation. Est-ce que je peux répondre? Pour répondre à votre première question, selon les données des enquêtes qu'on a faites, autour de 20% des entreprises russes, pas plus de 20%, ont accès aux emprunts, au crédit pour financer leur investissement. C'est ce qu'elles disent. Mais en même temps, 45% ne sont pas contents du prix cher de l'emprunt. Et je pense que vous avez raison qu'il s'agit dans la plupart des cas du mécontentement du prix de l'emprunt pour financer le capital circulant. C'est vraiment lié au fait qu'il y a très peu d'entreprises russes qui ont accès au crédit de long terme. Il y a d'habitude vraiment ce problème de manque pour financer l'investissement en équipement. Deuxième question qui concerne la productivité. Ну да, я с вами абсолютно согласен. Не очень понятно,
il n'est pas très clair comment est-ce qu'on peut évaluer la productivité de travail pour qu'on puisse vraiment comparer les pays. En fait, une fois, j'ai déjà référé à cette conversation qu'on avait entre moi, académicien, l'un des académiciens, et M. Lessine. Et peut-être vous souvenez parce que on a eu un de séminaires à Lipetsk et l'académicien Gagnon aussi connaît très bien M. Lessine. Et donc, on a demandé pourquoi est-ce que la productivité de travail sur l'usine de Lipetsk est moins élevée par rapport aux autres pays, aux pays occidentaux. Et M. Lessine a dit que, en fait, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt à réduire le nombre d'employés par 3 fois et j'aurai pas de difficulté avec la production, mais Lipetsk fait partie de la ceinture rouge, le dit ceinture rouge, où la population vote pour les communistes. Et moi, dit Lessine, j'aurais des problèmes avec l'administration du président. Et deuxièmement, si je vire mes métallurgiens et si je vire 2 tiers de mes métallurgiens, ils ne vont pas trouver l'emploi à Lipetsk. Et il y aura vraiment de problèmes sociaux très importants à Lipetsk. Donc, pour moi, c'est mieux de, oui, maintenir la productivité du travail au niveau moins élevé par rapport aux pays occidentaux, mais à Lipetsk, la situation sociale va être plus favorable. Parce que je pense que à l'époque, il avait 20 000 d'employés et 2 tiers, ça veut dire 13 000. 13 000 avec leur famille, ça va faire 40-50 000. Donc, ils ne voulaient pas appauvrir 40 jusqu'à 50 000 gens. Donc, très souvent, on voit l'influence non économique qui influence la productivité du travail. Jacques, quelle était votre troisième question? Alors, c'était dans l'industrie automobile, puisque je travaillais à l'époque comme consultant pour Renault, et ils avaient fait une comparaison. Alors, c'était plutôt avec Avtoframoz, l'ancienne Moskvitch, hein, qui était sur Moscou, et ils avaient vu qu'en termes de nombre d'heures nécessaires pour faire une voiture, et c'était les mêmes voitures qui étaient produites en Roumanie et en France, la productivité du travail calculée ainsi était à peu près le double de celui de la Roumanie et était à peu près 70 à 75% de celle de la France. Donc c'est un point important. Par contre, ce qu'il me disait, c'était que compte tenu du taux de change de la Roumanie par rapport à l'euro, on était à l'époque en 2005. Donc, compte tenu du taux de change très faible de la Roumanie par rapport à l'euro, et compte tenu du taux de change du rouble par rapport à l'euro, et à l'époque, le rouble se réévaluait de manière importante, il était plus intéressant pour eux d'importer certaines pièces de Roumanie que de les faire en Russie. Et donc, il me disait, mais ça, c'est uniquement un effet de taux de change, car si on calculait le taux de change sur la base du taux de change réel, incluant les facteurs de productivité, alors la production en Russie serait nettement plus intéressante que la production en Roumanie.
Donc, je n'ai pas de réponse précise à cette question. Bien évidemment, le taux d'échange peut influencer la productivité de travail quand on tire ce genre de comparaison, mais peut-être je peux citer ici un autre dialogue. Et une fois, j'avais une conversation avec Hélène Clément-Pittiot et on parlait avec un Français qui était le directeur d'Alstom, d'une filiale d'Alstom en Russie. Et on a lui demandé de caractériser la qualité d'opération de ces usines en Russie. Il a dit que en Russie, vous avez des travailleurs et des ingénieurs de très haut niveau. Ils peuvent gérer les problèmes, les situations techniques très complexes. Mais la chose qu'il faut corriger ici, c'est l'approche aux dépenses et l'approche aux évaluations économiques. Ici, vous manquez d'un niveau de compétence auprès de vos économistes parce que les bonnes solutions proposées par vos ingénieurs ne sont pas optimales de le point de vue de leur coût. Et ils pensaient qu'il fallait il fallait attendre quand les compétences d'ingénieurs vont être complémentées par les compétences d'économistes et cela pourrait donner aux entreprises russes la productivité comparable aux pays occidentaux. C'était son point de vue. Oui, Peut-être il a raison. Tout à fait. Je me rappelle de cette conversation, effectivement. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? On a une question. Chers collègues, plutôt en commentaire, une réplique pour défendre l'approche qui a été présentée par Dmitry Borisovitch comme une personne qui avait une relation avec les sondages et les statistiques produites par cela, comme quelqu'un qui développait les questionnaires pour la Banque mondiale. Je peux dire que la statistique enregistre les faits qui ont devenu la réalité. Et les sondages peuvent enregistrer et identifier quelque chose qui n'a pas été encore réalisé. Par rapport au taux d'échange, très souvent on entend que ce n'est pas le problème de taux d'échange trop élevé, c'est vos projets qui ne sont pas assez efficaces. Dans le cadre de ce sondage, on pourrait poser la question suivante. Par exemple, vous avez un projet et vous trouvez le financement pour ce projet avec ce taux d'intérêt d'investissement. Ou, par exemple, c'est le contraire. Vous ne trouvez pas de financement avec le taux d'intérêt actuel. Et comme cela, on peut identifier le potentiel pas réalisé à cause de taux d'intérêt trop élevés. Donc, l'outil de sondage et de statistiques produits par cela, c'est qu'on peut enregistrer pas seulement le fait, mais aussi le potentiel. Voilà. Merci. Merci. Encore une réplique. Et moi, je voudrais continuer la réflexion de l'orateur précédent. En fait, oui, je peux citer les exemples de Donetsk en comment on peut utiliser les sondages. On est sous la loi martiale et aussi on a les lois qui, en fait,
dirige la publication de statistiques. Donc, les sondages sont le seul outil qu'on peut utiliser pour investir sur les nouveaux territoires. Donc, on peut prendre en compte cette utilisation de cet outil aussi. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Je voudrais ajouter par rapport à la productivité du travail. Malheureusement, Alexandre devait nous quitter, mais je voudrais parler du pétrole et du gaz. Le secteur pétrolier et le secteur de gaz de Russie emploie 1 200 000 gens. Aux États-Unis, c'est 940 000. En Russie, on produit 524 millions de tonnes. Aux États-Unis, 711 millions de tonnes. En gaz, c'est autour de 500 millions de tonnes. Aux États-Unis, pour le gaz, c'est 978 millions de tonnes. Donc, la productivité de travail aux États-Unis est 1,75 par rapport 1,75 fois plus élevé qu'en Russie. Et en même temps, les États-Unis produisent le gaz de schiste et le pétrole de schiste, ce qui prend plus d'efforts. Donc, si on prend les conditions réelles, on pourrait voir que la productivité du travail en Russie, dans les mêmes conditions économiques, la différence serait en 3 ou 4 fois. Les raisons ne sont pas seulement des raisons technologiques, mais aussi il s'agit ici de la différence de l'organisation du travail. En fait, en Russie, on utilise la structure d'organisation du travail obsolète avec les ateliers. Mais aux pays occidentaux, l'entreprise principale produit le produit et les autres entreprises du groupe sont que les sociétés qui soutiennent les processus principaux. Si on prend l'organisation de production en Russie, on voit que le main-d'œuvre principal se repose dans ces sociétés qui soutiennent les processus de production dans l'entreprise principale. Si on compare Gigoli et l'usine à Turin, et on sait que la technologie est la même, là, à Turin, ils n'utilisent pas les ateliers de soutien et il leur faut moins d'employés. En fait, les équipements en Russie ne sont pas inférieurs par rapport à ceux à Turin, mais l'organisation du travail est moins efficace. Et c'est pourquoi ça prend plus de main-d'œuvre. Et je pense que par rapport à ce cas de Lipetsk, là, peut-être on ne peut pas réduire le main-d'œuvre par 3 fois. Je pense que c'est à peu près 10%, mais je ne veux pas parler de ça maintenant.
Je pense que le problème, c'est que, oui, trop de travail, trop de main-d'œuvre est employée par les processus de soutien et dans le cadre de métallurgie et les processus industriels là, oui, cette usine peut être comparée aux pays occidentaux. Bon, peut-être aujourd'hui, oui, mais quand cette usine était en train d'être construite, oui, grâce au processus de production d'acier en continu, c'était un des usines les plus avancées technologiquement en Russie. Mais c'est l'organisation du travail qui vraiment tire la productivité vers le bas. Bon. Il est vraiment il est inférieur par la productivité par rapport aux autres pays. J'ai visité toutes ces entreprises, toutes ces usines. C'est pourquoi je vous dis ça. Je vous dis ça pas en s'appuyant sur les sources littéraires et techniques. C'est juste que j'ai vu tout ça, mais en même temps, je suis d'accord avec vous que c'est que observation est très important et je ne veux pas diminuer l'importance de votre travail. Je pique seulement cette réponse en particulier parce que ça dépend de ceux qui vous donnent la vie. Dans le cadre de ce sondage, si vous demandez quelqu'un qui vient de l'Institut de recherche et vous demandez cette personne si il faut moderniser leurs entreprises, leur évaluation serait différente de celle des dirigeants. Merci. J'ai une question au discutant. Oui. Est-ce que je peux? Est-ce que vous pouvez nous donner, dans ce cas, votre avis par rapport à l'organisation de production? Dans la région de Donetsk, on a vu la situation suivante. On va présenter notre situation dans le cadre de notre présentation, mais néanmoins, on a vu que la plupart des grandes entreprises industrielles qui étaient organisées selon ce même principe que ceux que vous venez de citer, très souvent, même les entreprises, les usines métallurgiques sont organisées comme ça, avec tous ces ateliers qui soutiennent l'entreprise principale. Ici, il faut prendre en compte la sûreté de la production et il faut prendre en compte la spécialisation de la production. Quel principe est-ce que vous pensez il faut prendre en compte sur ces nouveaux territoires? Est-ce qu'il faut prendre en compte la sûreté de la production ou il faut prendre en compte la spécialisation de ces ateliers de soutien? La réponse. Moi, je pense qu'il faut faire comme les Japonais. Vous savez qu'après la guerre, le Japon était le pays avec l'industrie obsolète. Il n'avait pas ni de l'industrie ni de secteur pétrolier développé. Et eux, ils avaient aussi les plans de 5 ans, donc par quinquennat. Et ils croissaient par 9% par an pendant une trentaine d'années. Et donc, comme cela, ils ont devenu un pays développé. Mais pendant toutes ces années, ils visitaient les États-Unis, ils obtenaient
d'innovation, les technologies des États-Unis, et c'est sur ça qu'ils s'appuyaient pour développer leurs industries, qui est l'industrie la plus productive dans beaucoup de secteurs, même aujourd'hui. Donc, il faut faire la même chose. On va avoir la paix et on va revitaliser nos relations et j'espère que les actions militaires vont cesser même. J'espère que on va voir ça cette année. Donc après ça, il faut voir les exemples des meilleurs pays et maintenant il faut aller en Chine. Parce que la Chine, je pense que plusieurs d'entre vous l'ont peut-être visité, peut-être vous avez vu ces entreprises. 17,6 millions, là où il y a 4 ans, il y avait un village des pêcheurs. Donc il y a 11 000 entreprises d'innovation en Chine. Une grande partie des équipements électroniques produits dans le monde sont produits en Chine. Vous voyez, c'est quelque chose qui fonctionne. Pourquoi ne pas faire quelque chose de pareil en Russie? Donc, une sorte d'analogue de quelque chose qui existe aux États-Unis, qui existe en Allemagne, en Chine, à Pékin, à Shanghai, en Israël aussi. Et il y a un espace d'innovation de ce type-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? On n'a pas un seul centre d'innovation en Russie. On n'a pas d'entreprise licorne. Et il y a environ 7 robots sur 10 000 travailleurs industriels. Donc, ce sont des chiffres qui sont tout à fait différents. Dans d'autres pays, c'est 400 à 600. On a 8 super ordinateurs et non pas 150 comme en Chine. Vous voyez un peu l'échelle de la situation. Il faut s'y mettre, il faut faire ce travail. Je comprends que voilà, on ne peut pas commencer ça demain. On ne peut pas se dire allez, on laisse cette opération militaire, on lâche tout et on se met à bâtir ces entreprises innovantes. Il faut attendre les conditions qui sont propres pour ce projet. Peut-être si on était au gouvernement, on ferait exactement la même chose, ce qu'ils font tous les jours, y compris samedi, parce que pour chaque sanction, ils doivent trouver une anti-sanction. Et il y en a 10 000, 30 000 de ces sanctions. Voilà. Voilà, donc ce n'est pas pour donner des critiques qui ne sont pas fondées ou non pas, je ne sais pas de pointer en coupable, mais